nous donnons l'impression qu'il existe un modèle de développement vertueux et que ceux qui ne réussissent pas, particulièrement nous les Africains subsahariens, c'est parce que nous sommes particulièrement mauvais. Moi je dis nous avons une occasion historique avec le réchauffement climatique, avec les gilets jaunes, le Brexit, et la manière dont le monde se donne à voir aujourd'hui devrait nous amener à nous dire et écoutez, peut-être qu'il faut essayer autre chose. Parce que je sais pas, il y a une remise en cause partout des modèles. Mais oui, c'est pour ça que je dis que les risques sont considérables parce que les vieux pays industrialisés en perte d'hégémonie et ils se demandent comment ils peuvent faire sans les ressources, notamment l'ancienne puissance coloniale qui n'a ni uranium ni pétrole, mais qui ne peut compter, qui compte surtout sur ces anciennes colonies pour être compétitive. Tout est là. Et pour cela, il faut revenir et militairement, se repositionner et entraîner les autres États européens dans cette aventure-là. Et cette aventure, aujourd'hui, est en train de tourner au désastre. C'est pour ça qu'il faut que Paris sache raison garder. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'homme de la rue qui a compris, qui est en train de dire non. Ce n'est plus une question, le tête-à-tête entre Florence Parly et nos dirigeants. Vous trouvez que c'est démocratique? La question fondamentale aujourd'hui, c'est la nature du modèle, c'est-à-dire le système néolibéral, et la nature de leur démocratie. C'est leur démocratie qui est en panne, et là-bas et ici. Donc la question de la démocratie, si nous devons l'évaluer, 30 ans après la chute du mur de Berlin, posons les questions au niveau national. Qu'est-ce que ça a apporté à l'Afrique? Et pas seulement en termes de... Ça nous a apporté des guerres pour le pouvoir, des guerres fratricides, d'un bout à l'autre du continent. L'Africain, quand on dit démocratie, nous n'avons que l'échéance électorale en tête, la course au pouvoir. Et quand nous arrivons au pouvoir, qu'est-ce qu'on a à consommer, qu'est-ce qu'on a proposé? Le libre-échange, voilà. Nous voulons des marchés ouverts où chacun est libre de faire du business. Nous sommes allés jusqu'à créer la zone de libre-échange. Moi, je veux bien, mais j'aurais tellement aimé que même au niveau du nom, on fasse preuve d'originalité. Le grand marché africain nous aurait suffi. Pourquoi a-t-il fallu prononcer le mot libre-échange? Quand il n'y a pas de libre-échange possible, on ne peut pas être gagnant et gagnant c'est la politique du cavalier et du cheval. Nous portons les autres. Ils dépendent de nous. Nous sommes à la fois source de matières premières et dépotoirs. Parce que nos marchés sont inondés de déchets. Sortez, voyez ce que les gens vendent. Qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce qu'on consomme? À qui on vend? Avant d'aller à la zone de libre-échange, nous aurions dû nous poser la question d'abord que les Africains, c'est 1,5 milliard, mais c'est 2 milliards d'Africains qui constituent aujourd'hui, ils pensent que démographiquement on a un problème, mais en réalité par ailleurs, nous sommes d'abord un débouché. Un marché gigantesque pour leurs produits. À partir du moment où ils ne feront pas de cadeaux à nos opérateurs économiques et à nos entreprises, à moins que nous soyons des prête-noms. Mais toutes ces réalités sont connues aujourd'hui. C'est de cela que nous devons parler. Sinon, nous devons faire le bilan de la chute du mur de Berlin et ce tournant historique nous a valu des démocraties formelles, mimétiques, clientélistes, affairistes. Parce que ce ne sont pas nos valeurs à la base, cette démocratie. Et parce que non seulement ce n'est pas fondé sur nos valeurs, et parce que nous ne donnons même pas la chance aux citoyens lambda de savoir pourquoi ils votent. Ce sont les résultats. Est-ce que c'est bien compté? Mécanique. Qui a gagné? Mécanique. Regardez ce qu'on a fait de la Côte d'Ivoire. Regardez les querelles qui persistent un peu partout. Nulle part, et nous ne parvenons pas à prendre le taureau par le cornes en nous disant que le 21e siècle, le capitalisme mondialisé et financiarisé a conduit l'humanité dans une situation sans précédent. Le monde est en feu, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de l'Amazonie qui brûle et des forêts, mais socialement les gens n'en peuvent plus, nulle part. Alors que si nous nous morfondons sur nous-mêmes, nous les Sahéliens, en croyant que voilà, c'est une question électorale, c'est une question d'homme, moi je veux bien. Mais quand je regarde ailleurs et que je vois les mêmes colères dans les rues partout, je me dis qu'il faut poser autrement les questions. Comment on va faire pour que les gens vivent décemment, dignement? Hein? Il fut un temps quand même
où le chômage n'était pas un problème ici. Vous finissez jeune diplômé, vous aviez toutes les chances d'avoir du travail. Après, on a dit qu'il fallait que la fonction publique, il fallait, comment dirais-je, était pléthorique et qu'il fallait revoir tout ça. Mais à condition que l'Organisation mondiale du commerce, les règles du commerce mondial sont faites de telle sorte que nous sommes aujourd'hui, dans le cadre de la division internationale du travail, nous continuons à produire des matières premières pour alimenter les industries ailleurs, faire de telle sorte que les autres créent des emplois pour leur jeunesse, pour leurs travailleurs. Et pendant ce temps, tous les déchets, regardez les déchets électroniques, regardez aujourd'hui de quoi vivent les plus pauvres parmi nous. Toutes les questions sont aujourd'hui sur la table. C'est pour ça que nous ne devons pas laisser passer une seule occasion de nommer ce système, d'aborder les questions macroéconomiques, géopolitiques. Il n'est pas vrai que c'est compliqué pour nous. C'est pas du tout compliqué. Tout est clair aujourd'hui. Nous parlons de leadership, de catalyseur. Vous êtes peut-être un symbole puisque, entre-temps, vous avez claqué la porte d'un gouvernement pour vos convictions. Je n'ai pas claqué la porte, cela revient souvent. C'est-à-dire que ce qui s'est passé exactement, j'étais dans ce gouvernement, quand j'ai écrit les taux, c'était pas compréhensible que je puisse écrire un tel livre. Donc, ça ne s'est pas très bien passé à l'époque avec le président Alpha Oumar Konaré. Donc, j'ai demandé effectivement, à la faveur d'un remaniement ministériel, j'ai demandé à ne pas plus occuper mon poste parce que je ne voyais pas mon rôle là-dedans. Mais je ne suis pas parti sur un coup de... Je n'ai pas claqué la porte. Mais c'est quand même pour des convictions. Pour des convictions. C'est ce qu'on peut-être demande aussi à nos autorités, c'est être capable, quand à un moment donné, on a l'impression qu'on a les mains liées alors qu'on doit représenter un peuple, qu'on soit capable de dire, si je ne peux pas, j'arrête. On est dans le pays de Thomas Sankara. N'est-ce pas? Tout à fait. Qu'est-ce que ça lui a coûté? Peut-être c'est d'avoir le courage de se sacrifier également. Bien sûr, bien sûr. Moi, je viens du pays de Modibo Keïta. Qu'est-ce que ça lui a coûté? C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit plus... parce que si nous donnons l'impression à ceux qui ne sont pas au pouvoir que c'est une question d'hommes, que lorsque eux ils seront là, les choses seront... franchement, on ne rend pas service à nos opinions publiques en croyant que tout est dans l'alternance politique. Moi, je dis que tout est dans l'alternative économique. Que ceux qui veulent le pouvoir et que ceux qui sont au pouvoir nous proposent d'abord, compte tenu du fait que nous n'avons pas d'industrie, le commerce c'est la guerre, et d'abord entre les puissants. Quand Macron revient de la Chine avec 13 milliards de contrats, vous vous rendez compte? Mais ici, on est en guerre parce qu'il faut empêcher la même Chine de venir ici. En fait, les Occidentaux viennent chercher par les armes au Sahel ceux qui gagnent par la négociation et dans le respect en Chine. Là-bas, on traite d'égal à égal. On traite d'égal à égal. Il y a des raisons pour cela. Cette égalité a toute une histoire. On ne peut pas regarder la Chine comme on regarde le Burkina et le Mali. Et ce n'est pas faute de leadership. Mais parce que, quelque part, on se croit en terrain conquis dans les anciennes colonies. Et c'est ça qui va changer. C'est ça qui doit changer. La question, justement, peut-être aussi, c'est notre défaut, c'est cette solidarité africaine qu'il nous faut, effectivement. Plus on est unis, plus on est plus fort pour faire face, justement, à ces géants, l'ennemi. Mais malheureusement, c'est à ce niveau aussi qu'on a l'impression que l'ennemi arrive à nous diviser entre nous micro-États. Vous savez, ça peut changer. L'une des causes de ces conflits internes, à nos familles, à nos communautés, c'est la nature du système qui vous dit enrichissez-vous. C'est pour ça que quand tout le monde, les gens sont vent debout contre la corruption et la mauvaise gouvernance. Mais la corruption est consubstantielle à ce système. D'abord, les élections là-bas, ce sont les grandes entreprises qui sont derrière les candidats, vous le savez. Les lobbies. Les lobbies sont partout. Lobby de l'armement, du lait, du coton. Les lobbies sont parmi nous et les lobbies sont dans les coulisses pour que nos États cèdent. Mais tout cela, c'est pour ça que nous sommes en droit aujourd'hui, nous avons le devoir, ça c'est l'un des devoirs de génération, de constituer une somme de connaissances. Il s'est passé beaucoup de choses et ces choses-là ne sont pas étudiées dans nos universités. Ces choses-là,
ne sont pas explicités par les partis politiques. Nous avons les intellectuels aujourd'hui, les acteurs de la société civile, les artistes engagés ont le devoir aujourd'hui de faire, disons, le bilan, de capitaliser ces connaissances-là, tout ce que nous avons appris. Le monde a changé. Il y a de grandes mutations qui sont en cours. Nous, on n'a pas suffisamment de recul par rapport à tout ça parce que nous n'en débattons pas. Mais une fois que les gens ont compris, il faut cesser de croire que les gens sont des imbéciles parce qu'ils ne parlent pas français ou anglais. Dans les langues nationales, j'ai une bonne expérience dans ce domaine. J'ai compris, les femmes ordinaires sont capables de parler de la dette, du CFA, des prix des matières premières, de la pollution. Dans leur langue. Dans leur langue. Il faut expliquer le monde global en crise dans nos langues à nos concitoyens. Je vous assure que il y a énormément de ressentiment, de colère. Les colères peuvent se calmer et immédiatement enchaîner avec les alternatives de solidarité à tous les niveaux. Dans les villages, les quartiers pauvres, on peut se lever, assainir nos quartiers, faire des tas de choses ensemble. Mais si nous voulons que tout soit payé, et c'est FMI, Banque mondiale, c'est eux qui ont posé un prix sur tout. La marchandisation du monde, c'est de cela qu'on est victime aujourd'hui. Et quand nous croyons que, sans qu'on ne peut pas acheter le dernier modèle de téléphone, on n'est rien, alors qu'est-ce qu'on donne à consommer aux jeunes pour éviter qu'ils émigrent ou qu'ils se radicalisent? C'est ça cette question, et c'est une question éminemment politique. Le problème justement, c'est que le travail que vous faites, ce sentiment nationaliste est perçu aussi comme une menace. Par qui? Bien sûr, par ceux qui veulent continuer à nous maintenir dans l'étau. Mais ils sont nationalistes eux aussi. Ils sont nationalistes. La droitisation et l'extrême droitisation qui les amène aujourd'hui à craindre la présence des étrangers, dont les subsahariens, c'est du nationalisme. Moi, c'est ce que Edgar Morin appelle le nationalisme. Côte d'Ivoire, bonjour frères et sœurs africains. Je suis Taka Bouanegra, mais connu sous le nom Bouane Diaka sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram. Diaka, c'est la joie, l'allégresse, le bonheur. Et c'est ce que je veux véhiculer à vous, mes frères et sœurs, de Côte d'Ivoire et du continent africain et des Noirs partout dans le monde. J'aimerais vous parler aujourd'hui de Congo Lisolo. Congo Lisolo, c'est un site fait par des Africains ou des Africains. Sur ce site, vous pouvez apprendre tout sur votre histoire, sur l'histoire de vos ancêtres, sur l'histoire de l'esclavage, sur les inventions des Noirs, sur notre culture de tous les pays qui composent le continent africain, la terre, le berceau de l'humanité. Congo Lisolo vous permet, si vous êtes inscrit dessus, d'avoir une section personnelle, votre espace sur lequel vous pouvez faire la publicité de ce que vous offrez, vous pouvez faire des publications. Si vous découvrez des informations supplémentaires, vous pouvez les apporter pour que la communauté en bénéficie. Parce que savoir qui nous sommes nous rend plus forts. Le savoir est une arme. Tant que nous saurons qui nous sommes, nous saurons où nous allons. Alors je vous invite massivement à visiter le site www.congolisolo.net, Congo avec K. Et Congo Lisolo, ça veut dire causerie fraternelle. Nous sommes des frères. Peu importe les frontières qui ont été tracées, nous avons les mêmes ancêtres parce que nous venons de la même terre, cette terre qui est le berceau de l'humanité. Alors, rejoignez-moi sur Congo Lisolo parce que moi, Bouane Diaka, j'y ai mon espace et il y a une collaboration qui existe avec Congo Lisolo et c'est ce que nous devons faire pour être forts. Il faut que nous travaillions main dans la main. Il n'y aura pas de miracle. Tant que nous ne serons pas unis, tant que nous ne ferons pas des choses pour nous, nous ne serons pas forts. Alors je vous invite massivement à aller visiter ce site-là parce que moi, Bouane Diaka, j'y suis déjà et c'est avec plaisir que je vous invite à aller voir ça. N'oubliez pas, Congo Lisolo,